Je dirais que c'est une décision qui ne m'a pas surprise parce que il y a eu tout un processus qui a duré des mois au cours desquels l'autorité a mis en place une commission qui a travaillé sur l'avant-projet du statut de la chefferie traditionnelle coutumière. Vous vous souviendrez que avec le gouvernement d'Amiba, il y a eu un ministère chargé des droits, des coutumes et des traditions, dirigé par le ministre Sourouema. C'est à cette époque-là que cette esquisse-là a été faite et qui devait se poursuivre. Quand le gouvernement est tombé, la direction a été rattachée à la direction des affaires coutumières du nouveau ministère chargé justement en rapport avec l'administration territoriale. Et donc, le travail a été rééquilibré, a été revisité et la commission a commencé à continuer à travailler. Et dans la commission, il y avait les représentants des rois et des émirs, des chefs de canton, de tout le territoire national, et il y avait des universitaires, des chercheurs, des cadres de l'administration publique, et il y a eu des ateliers, aussi bien à Manga, pendant longtemps c'était à Bobo, c'était à Ouaga, et puis on a demandé que ça circule un peu, donc on a été à Manga, on a été dans d'autres localités pour faire évoluer la réflexion sur le statut de la chefferie traditionnelle et coutumière. Il faut dire au début, il y avait beaucoup de suspicions, il y avait beaucoup de méfiance, surtout de la part des autorités traditionnelles et coutumières qui se méfiaient un peu de l'approche de l'administration. Il est bon de rappeler que ce n'est pas la première fois qu'on parle du statut de la chefferie traditionnelle et coutumière. Les premières fois dont on en a parlé, c'était même avant les indépendances, sous la période coloniale. Et les grands rois avaient décidé qu'ils allaient eux-mêmes rédiger leur statut. Malheureusement, depuis lors, ça n'a pas vu le jour, et pour cause. Parce que, au nom de quoi, les rois du plateau Mossi pourraient rédiger un document qui engagerait ceux de Fada ou ceux du Liptako. Il y a une sorte d'impossibilité congénitale à pouvoir se mettre ensemble et créer quelque chose au sein d'une nation qui n'existait pas avant le fait colonial. Donc, cette limite-là, c'est une limite ontologique qui fait que ce n'était pas possible, même si on leur donnait 100 ans en plus. Donc, passer les premiers moments de méfiance vis-à-vis de l'administration, la confiance a commencé à renaître et chaque fois qu'il y avait un point d'achoppement, les représentants des rois, des émirs allaient voir leurs supérieurs hiérarchiques et revenaient pour que les discussions puissent se poursuivre. Donc, c'est comme ça, à travers les va-et-vient, que le document a commencé à voir le jour. Et on a été très bien avancé jusqu'à aborder maintenant des points qui devenaient sensibles, tels que la hiérarchisation,
tels que les privilèges, tels que les, les immunités, et éventuellement les impunités. Donc, ce sont des points qui ont été abordés sans tabou avec les représentants des chefs. Et maintenant, il restait à l'autorité de pouvoir trancher parce que, quoi qu'il en soit, toutes les propositions ne pouvaient pas être prises en compte. Et on a fait conseiller à chaque fois d'adopter une posture à minima. Depuis les indépendances, il n'y a jamais eu un statut. Maintenant qu'on est en train de chercher à avoir un statut, il n'est pas, je dirais, il n'est pas opportun de penser que le premier qu'on aura sera le statut le plus parfait. Ce qu'on aura est susceptible d'être perfectible, mais avec le temps. Donc, ce consensus ayant été plus ou moins obtenu, les travaux ont pu se dérouler jusqu'à un certain seuil où malheureusement on a senti que les choses ont commencé à ne plus avancer à la cadence du départ. Donc, ce qui a provoqué ça, c'est que à l'intérieur même de la chefferie, il y avait quelques incompréhensions. La grande chefferie, il y avait quelques incompréhensions et cela n'était pas de nature à stimuler les autorités politiques à continuer. Donc, une fois que l'on a été informé de ces incompréhensions qui n'avaient rien de, je dirais, d'infranchissable, c'était une question de communication, parce que quand vous n'êtes pas toujours l'un à côté de l'autre, les informations n'arrivent pas de la même manière. Donc, nous avons pris sur nous, au niveau des racines de notre association, de voir comment baliser le terrain, aplanir les différends et rassurer quelque part l'autorité politique. Et je pense que quelque part, notre démarche a quand même eu un effet salvateur pour le projet. Avec les représentants, absolument. Je confirme et je suis prêt à le défendre devant n'importe quelle tribune, puisque c'est la vérité. Pas du tout. Ça a été le combat de notre association depuis plus d'une dizaine d'années, parce que pour nous, il était incongru qu'un chef traditionnel et coutumier aborde, affiche son appartenance à un parti politique. Nous le disons parce que il ne faut pas croire que le chef est un être angélique qui n'a pas d'opinion, qui n'a pas ses choix politiques. Mais, et il faut le rappeler, un chef est d'abord un chef traditionnel et coutumier, et surtout un chef traditionnel, les Nava, est d'essence politique. Parce que avant que le colon arrive, la politique a été faite par les chefs. Donc on ne peut pas dire qu'ils ignorent la politique. Ils ont toujours pratiqué la politique. Ils se nourrissent même de la politique. Gérer les hommes, c'est faire la politique. Simplement,
la politique traditionnelle diffère de la politique moderne, en ce sens que dans la politique traditionnelle, on fonctionne avec une sorte de consensus. Si tout le village doit aller à gauche, tout le village va à gauche avec le chef. Mais ce n'est pas ce qui se passe en démocratie. Quand le chef est dans son village, la moitié de la population peut être avec lui, s'il est d'un parti politique, et les autres, qui sont pourtant des citoyens de sa circonscription. S'ils ne sont pas du même bord politique que les chefs, peuvent-ils continuer à avoir du respect et de l'égard pour ce chef-là, ou bien doivent-ils commencer à prendre leur distance vis-à-vis de celui-là qui ne partage pas leur appartenance politique. Donc, ça fait que, après analyse, nous nous sommes rendus compte que le chef ne peut pas être le plus petit diviseur commun dans une communauté. Village, canton, royaume, émirat, non. Le chef doit être le plus grand rassembleur commun de sa communauté. Par conséquent, tout ce qui est clivant, on ne doit pas retrouver le chef là-bas. Et donc, pour nous, il n'était pas question que dans le nouveau statut, les chefs fassent de la politique. Et on n'est pas les premiers. Vous allez au Ghana, dans le statut des chefs. Les chefs ne font pas la politique. Ils sont interdits de faire la politique. La politique non plus ne doit pas se mêler de la manière dont les chefs gèrent leur autorité, ni de la manière dont les successions se font d'un trône à un autre. Ils rendent compte, mais il n'y a pas d'immixtion. Tout ça pour montrer que on a besoin que la chefferie, à travers la défense de la culture, ait une certaine autonomie. Et donc, nous avons partagé cette posture avec tous ceux qui ont participé au débat, même si les débats ont été très, très, par moments, chauds, mais on est arrivé à un consensus que dans le statut, les chefs ne devraient pas faire la politique partisane. Oui, il ne faut pas se leurrer. Il y a, si vous prenez les grandes chefferies du Burkina, toutes les chefferies ne sont pas politiques par rapport aux partis en place. Donc, il y a des royaumes qui sont reconnus pour leur affichage à certains partis politiques du fait de la couleur même du roi lui-même. Bon, donc ça, c'est un secret de polichinelle. Donc, bien entendu, certains de ses représentants estiment que c'est un recul parce que plusieurs fois aussi, il est ressorti que beaucoup de chefs sont entrés en politique parce qu'ils se sont rendus compte que leurs administrés qui sont en politique, parce que députés, parce que ministres, parce que maires, ont tendance à les narguer quand eux, ils ne sont pas dans la politique. Et c'est de nature à affaiblir leur autorité. Et c'est souvent cet argument que beaucoup de chefs ont utilisé pour justifier leur entrée en politique. Mais c'est facile. Vous savez que la politique, c'est comme une grossesse de femme.
Ça ne se cache pas. Même si vous rentrez dans la nuit noire pour faire la politique, mais en réalité, c'est pour que ça sorte en plein jour. À mon sens, non. À mon sens, non. La chefferie traditionnelle n'a pas attendu que l'Occident vienne en Afrique pour exister. La chefferie traditionnelle n'a pas attendu qu'on invente un salaire pour elle. La chefferie traditionnelle n'a pas à désormais devenir le vassal d'un salaire qui pourrait ternir sa dignité et ternir son intégrité. Parce que je vous assure que si le projet de loi était sorti avec ne serait-ce que 100 francs à donner au chef, le tollé que ça aurait soulevé dans l'opinion publique, vous n'en avez pas idée. Donc, tout le monde sait que l'argent pervertit. Et notre société souffre de la perversion de l'argent. Et vous voulez faire de ces chefs-là des boussoles pour que notre intégrité reluise et vous allez aller les corrompre avec l'argent. J'appelle ça, moi, de la corruption. Il faut laisser les chefs en dehors de cette approche mercantile. Par contre, ce pourquoi je suis d'accord, les chefs seront amenés à assumer un certain nombre de rôles et de fonctions dans la société. Et la chefferie traditionnelle et coutumière est appelée à devenir une institution de la République. Nous avons milité pour ça. Et en tant qu'institution de la République, il lui faut un budget de fonctionnement. Ça, c'est tout à fait normal, afin de mener à bien ces programmes et ces projets. C'est différent de dire qu'on va trouver une solde à chaque chef. Et ils sont combien de milliers dans ce Burkina-là? Mais ça, on le sait. On le sait. La dévolution du pouvoir dans les chefferies, c'est pas quelque chose de secret. Parce que vous prenez n'importe quelle chefferie, vous verrez qui a droit à la chefferie et comment on succède. Et donc, qui nomme, qui a le droit de régner sur un territoire et même qui possède un territoire. Parce que ce n'est pas tous les chefs qui ont des territoires. Vous avez des chefferies de complaisance qu'on donne, mais qui n'ont aucun aspect administratif et même, je dirais, traditionnel. Et il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé. On parle de chefferies traditionnelles et coutumières, mais les chefferies traditionnelles sont d'essence politique, mais les chefferies coutumières sont d'essence cultuelle. Par exemple, quand vous prenez le chef de terre, quand vous prenez le chef de masque, quand vous prenez le chef de l'initiation, c'est pas la même chose que le chef du village. C'est pas la même chose que le chef du canton, encore moins du roi. Mais toutes ces chefferies-là, il faut les valoriser.
Vous savez très bien que les chefferies coutumières ont très peu de visibilité. Les chefferies qui ont une grande visibilité et qui sont à la limite même envahissantes sont les chefferies traditionnelles. Donc c'est pourquoi il faut travailler à permettre aux chefferies coutumières d'émerger. Parce que c'est souvent dans les chefferies coutumières que se trouve l'essence de nos valeurs d'intégrité. Et tout est prévu dans le projet de loi. Ça doit faire l'objet de toute la réflexion et dans les décrets d'application. J'avoue que j'ai été un peu surpris de voir cela arriver dans la conférence de presse de ministre. Parce que, de mon point de vue, ça ne s'imposait pas. Parce que l'autoproclamation ne date pas d'aujourd'hui et a pratiquement toujours existé. Simplement, ces derniers temps, ça a pris une autre coloration du fait de l'intrusion de la politique dans les appareils des chefferies traditionnelles. Et cela a une histoire. La fameuse démocratie qu'on nous a plus ou moins fourguée a besoin que vous ayez le maximum d'électeurs. Or, les rois et les chefs sont des grands électeurs. Donc, très souvent, qu'est-ce qu'on voit? Les partis politiques font la cour au roi et au chef. Et quand le parti majoritaire souvent se rend compte qu'il n'a pas les faveurs d'un roi d'une localité donnée, on lui crée un opposant, on lui crée un nouveau chef, un nouveau roi, d'où le fait que celui-ci va s'autoproclamer. Sinon, l'autoproclamation, elle est interdite de fait dans les us et coutumes. Et donc, si cela a prospéré, il faut accuser les politiques d'avoir accompagné le processus. Le dernier en règle que nous vivons, c'est ce qui se passe à Fada, malheureusement. Mais pourtant, ça n'a surpris. Personne ne voyait les choses arriver, mais les politiques n'ont pas voulu intervenir vigoureusement pour empêcher la dérive. Et maintenant, on se retrouve avec deux rois, avec des difficultés de résolution, même si des décisions ont été prises, mais est-ce que ce sont des décisions légales? Est-ce que l'autorité politique moderne a autorité d'aller s'introduire, d'aller s'immiscer dans les affaires coutumières? C'est vrai qu'on est en train de faire le statut, mais il n'existe pas encore, donc ça ne donne pas l'autorité à l'administration d'intervenir. Oui, j'avoue que j'ai des inquiétudes. J'ai des inquiétudes. Parce que ce que l'autorité n'a pas créé, elle a du mal à pouvoir la réglementer. Et ce n'est pas la première fois qu'il y a la double proclamation. À ma connaissance, dans le Yaga, il y avait même 3 chefs, 3 rois, 3 émirs. À Dori, il y en avait 2. Mais l'autorité politique ne s'est pas mêlée. Donc, d'où vient-il que pour Fada, on en arrive à cela? Bon, si ça pouvait rester comme ça, pourquoi pas, mais j'ai des inquiétudes. Parce que quand vous prenez une région aussi large, aussi vaste,
aussi riche que l'Est, qui s'étend sur au-delà de 3-4 frontières. Le moindre problème là-bas prend des tournures internationales. Donc c'est pourquoi, en cette période de terrorisme, j'aurais souhaité même qu'on mette bas à terre pour qu'on trouve un consensus et qu'on boute le terrorisme dehors afin de pouvoir gérer nos problèmes domestiques. Non, je n'ai jamais dit que ce n'était pas important. Parce que je sais que ce que l'autorité recherche, c'est la paix, la quiétude. Mais cette paix et cette quiétude est durable si elle se fonde sur la légalité et la légitimité. Aujourd'hui, quelle est la légalité et la légitimité de la posture gouvernementale dans ce dossier? Si jamais une des parties saisissait une autorité judiciaire, je suis sûr que sans peiner, elle aurait raison. Donc c'est en fait cela le problème. C'est vrai que la question mérite d'être posée, mais ce que je constate, c'est que sans pour autant afficher un proxélytisme de manière à attirer à soi les chefs traditionnels, mais on se rend compte que quand même, le pouvoir d'IB fascine les chefferies. Ça les fascine parce que, d'abord, la plupart des chefs traditionnels sont d'un certain âge. Et voilà qu'un jeune militaire arrive et gère le pays, je dirais, d'une sorte de main de maître pour faire sortir le pays des griffes de l'île terroriste, sacrifier sa jeunesse, se mettre à dos certains militaires qui ne voulaient pas mouiller le maillot, prendre des risques par rapport aux pays voisins, par rapport aux colonisateurs, par rapport aux puissances impérialistes, risquer tout ce qu'il peut avoir de plus cher au nom du drapeau national, ça fascine. Si bien que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas, le fait même de le voir une année sur une année sans qu'il ne change de vêtements, bon, certainement il change de vêtements, mais c'est toujours le treillis militaire, l'austérité dans laquelle il est obligé de vivre fait que les chefs retrouvent l'intégrité de ce qui est dans le pouvoir traditionnel. Servir et non se servir. Se sacrifier au nom de l'honneur national. Et l'engouement que les uns et les autres ont pour tous les mots d'ordre que le pouvoir actuel lance prouve une seule chose, c'est la sincérité des dirigeants. C'est leur probité. C'est vrai, je ne dis pas que tout le monde est honnête, parce qu'on n'invente pas un peuple du jour au lendemain, mais les brebis galeuses vont être extirpées au fur et à mesure. Et c'est peut-être cela qui fait qu'il y a une sorte de séduction de la part de la chefferie par rapport au régime d'IB. Et pourvu que ça dure
parce que les choses sont très complexes. La population est ce qu'elle est et les investissements qui sont faits, s'ils commencent à apporter des fruits, ça va aider les pays à s'en sortir et surtout avec l'idée lumineuse que les trois pays ont eue de se mettre ensemble, et peut-être c'est là aussi qui va être la porte de sortie, pas simplement de ces trois pays, mais de l'Afrique. Dans leur grande majorité, pour ce que j'observe. Ils le sont. C'est pas ils peuvent. Ils le sont. Parce que depuis même la mise en place des Corloweto, des VDP, mais essayez de voir quelle est l'implication des chefs pour que ces forces se mettent en place. Je vous invite à aller voir les Basra des chefs traditionnels, mais aujourd'hui, qui assure la sécurité? C'est les VDP, c'est les Corloweto, mais qui sont là, derrière leurs chefs, pour défendre leur village, leur canton, et de plus en plus, les chefs mouillent le maillot parce qu'il y va de leur honneur. Dans la tradition, un territoire est défendu d'abord par son chef. C'est parce qu'on a démilitarisé les chefs qu'aujourd'hui, le terrorisme a pu prospérer. Mais imaginez que dans la réhabilitation des chefs, on accorde une petite force de défense aux différentes chefferies, vous verrez qu'on ne rentrera plus comme dans une passoire pour effrayer les populations à l'intérieur de nos contrées. Mais ce que les chefs gagnent, je vous ai dit, c'est le fait de servir et non pas se servir. Leurs ancêtres l'ont fait. Leurs arrière-grands-parents l'ont fait. Ils héritent d'une charge. Et ça s'appelle une charge. Ils n'héritent pas d'un privilège. Et donc, c'est des soucis qu'ils ont, mais c'est aussi ça le fait du pouvoir traditionnel. En retour, les populations leur donnent beaucoup de respect, les populations leur accordent beaucoup d'égards, mais vous savez, pour un chef, comme on dit souvent chez les Mossi, il suffit de glorifier un chef et puis il devient votre esclave. Le chef se nourrit du prestige, de l'honneur, du respect qu'on lui fait, même s'il va rentrer chez lui et n'a rien à manger, ça suffit. Bon, pour l'instant, ce n'est qu'un projet de loi. Il y a encore beaucoup de choses à parfaire, à définir, à préciser. Mais pour moi, je me réjouis que ça ait vu le jour enfin, parce que ce n'était pas évident. Or, si on ratait le coche de la transition pour que ce projet de loi sorte, moi, je n'avais plus d'espoir qu'un jour ça verrait le jour. Donc, pour moi, c'est vraiment une grande première. Faisons en sorte de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Et le Burkina, au regard de l'ancienneté de sa chefferie, au regard de la substance de sa chefferie, mérite d'avoir un statut qui puisse mettre cette chefferie-là en lien, en phase
avec notre modernité et avec notre constitution. C'est vrai. C'était un de mes combats, parce que j'en ai mené plusieurs. Et la question de la chefferie, j'ai toujours pensé que c'est pas parce que les Français ont décapité leur roi et leur reine qui sont venus nous imposer leur manière de faire que nous devons devenir des Français. En Europe, il y a des démocraties qui existent, qui n'ont pas fait la même chose. Vous avez l'Angleterre, vous avez le Danemark, vous avez les Pays-Bas, tous les pays, pratiquement les pays nordiques, où il y a des rois et des reines. Est-ce qu'ils sont pour autant autocratiques? Non. C'est pas parce que notre colonisateur a fait cette façon de faire que nous devrons le suivre dans toutes ces dérives. C'est pourquoi je dis, revenons un peu, puisque les chefs incarnent une partie de notre authenticité. C'est vrai que tous les chefs ne sont pas des modèles, mais si on réhabilite la chefferie, ça va permettre de réhabiliter certains chefs et ça va permettre à la société d'avoir des repères. Et toutes les dérives qu'on a aujourd'hui, c'est parce que quelque part, nous avons mis de côté nos valeurs ancestrales. Donc, peut-être que en réhabilitant cette tradition-là, cela va nous permettre de retrouver un peu le chemin.